C'était la nuit américaine de Le Scope sur Globule Radio, le 90.5. Il est 9h30 et c'est l'heure de la radio des villages. Servos, Valentine, les ouches, les tines, La les bras. radio des villages. Une émission, un rendez-vous. La joue, Tacona, les bossons, Argentière, Maroc, le Lavanger. Globule Radio s'invite dans les hameaux de la vallée de Chamonix pour découvrir la culture et le patrimoine du territoire. La radio des villages. La radio des villages en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. La radio des villages. Bienvenue dans la radio des villages, si vous n'aviez pas compris, avec notre petite jingle qui a aujourd'hui pris ses quartiers aux ouches. Alors la radio des villages, c'est quoi ? C'est un rendez-vous en direct depuis un lieu différent de la vallée de Chamonix pour valoriser la culture et le patrimoine de ce territoire. Notre objectif, vous rencontrer. Donc, c'est surtout ça, en fait, l'objectif. La radio des villages, si on fait attention, le petit acronyme, c'est RDV, comme rendez-vous. Les choses sont bien faites, non ? Et aujourd'hui, Globule Radio a pris ses quartiers aux ouches, donc, mais surtout dans un musée que peut-être certains et certaines d'entre vous connaissent déjà. Un petit indice, quand on rentre dedans, on change de temps. Un véritable retour avant les années 50, rempli d'objets reflétant la vie des ouchards d'autrefois. Son objectif, comprendre les modes de vie traditionnels en montagne, garder trace, garder mémoire. Alors, est-ce que vous avez deviné ? Je vous laisse aller 10 secondes. Non, peut-être pas 10 secondes, on n'a peut-être pas le temps pour ça. Mais en tout cas, je pense que certains et certaines d'entre vous l'ont. On est bien en direct du musée Montagnard. Et pour m'accompagner pendant l'émission, revenir sur ce lieu emblématique quand même des ouches, je suis avec Yves de l'association Dans le Temps et Héloïse, responsable du musée Montagnard. Yves, il est président de l'association Dans le Temps, il faut quand même le préciser, une association qui a qui est très liée en fait à ce musée, mais on y reviendra tout à l'heure. Dans l'émission, on reviendra également sur la nuit des musées qui aura lieu ce samedi. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, ne soyez pas effrayés Héloïse, tout va bien se passer. C'était un petit bonjour un petit peu timide. Alors j'aimerais qu'on commence cette émission en revenant déjà sur ce lieu, sur son histoire. Et pour commencer, peut-être que certains et certaines ne connaissent pas cet endroit. Et j'aimerais vous donner un petit jeu, si on peut dire. Est-ce que chacun et chacune d'entre vous peut me donner 3 mots pour décrire le musée ? Alors c'est ancien, Oui. central et religieux. Alors pourquoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix, Yves ? Alors, l'origine de la maison du musée, c'est une origine religieuse qui est contemporaine de la construction de l'église. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait des personnes qui se rassemblaient pour à la fois avoir des pratiques religieuses communes, donc c'était une confrérie, et puis aussi se soutenir mutuellement, parce qu'il n'y avait encore pas de sécurité sociale. Donc le principe, c'était d'aider les veuves quand un homme décédait, des choses comme ça. Et il leur fallait une maison, donc ils ont fait construire cette maison à proximité de l'église vers 1750. Donc on est dans une des plus anciennes maisons des ouches. Voilà, à l'époque, autour de l'église, il y a 15 habitants environ. Donc c'est pas le plus gros village de ce qui est la communauté des ouches à l'époque. Et pour toi, Héloïse, ça serait quel mot pour décrire le musée ? Je dirais temps. Ancien, évidemment, j'avais envie de le dire aussi, mais Il a piqué. il a piqué le mot. Non, je dirais aussi mémoire. Et j'ai un peu de mal à trouver un troisième mot, du coup, mais Moi, j'avais marqué montagnard. Oui, peut-être que tout simplement. C'est vrai que c'est dans le nom, c'est peut-être. Alors si je peux me permettre, Tu peux te permettre. le terme montagnard dans ce cas-là parle des gens de la vallée et de leurs activités dans la vallée, et non pas de l'alpinisme ou des gens qui gagnent les sommets bien plus tard
dans les années 1850, mais la vallée aux Ouches, entre autres, est occupée peut-être dès le néolithique. Ah ouais, Oui. ça fait loin. Oui, loin. c'est loin. Hein. Donc on en parlait à l'instant, c'est une des plus vieilles maisons des Ouches. Donc avant, ça appartenait à la confrérie du Saint-Nom de Jésus. Voilà. J'avais noté le nom. Mais alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Yves, comment cette maison du coup d'appartenance religieuse à la base est finalement devenue, au fur et à mesure du temps, le musée Montagnard? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Au cours du 19e siècle, on a un magasin qui s'installe, style bazar général, c'est-à-dire on vend un peu de tout, de l'huile, etc., des produits alimentaires, mais aussi peut-être des produits artisanaux. Et puis, elle va être acquise par un maquignon, c'est-à-dire quelqu'un qui vend des vaches, en fait. Donc, il y avait une écurie à l'étage inférieur. Et puis ensuite, la commune va l'acheter. Alors, elle l'achète parce qu'on a d'abord un cafetier qui pensait y installer son bistrot. Et puis, il n'a pas le droit parce qu'on est trop près de l'église. Donc, il est obligé de se déplacer d'une centaine de mètres. Donc, il va y avoir un échange de propriété entre la commune et le cafetier en question. Ah bon? Et alors pourquoi il n'avait pas le droit de faire de café près de l'église, vous savez ou pas? Non, mais c'était l'alcool. Oui. Débit d'accord. d'alcool. Moi, je suis tellement innocente, je pensais au café, moi. Je me disais, il y a un problème Non, mais avec c'est le un bar, café. si tu veux. Donc, voilà. Et donc, là, on est dans les années 1960, pardon. Et en 1977, ce bâtiment, il n'a aucune vocation. Sinon, peut-être de devenir l'Office du tourisme. Mais en fait, on va y installer le musée Montagnard en 1977, suite à la donation par M. Albert Laprade, qui est un urbaniste architecte parisien, de sa collection d'objets anciens. Oui, c'est ça. Donc, on peut presque dire que le musée Montagnard a commencé avant 1977, de par la collection de cet homme qui était à l'alpage de Charousse, c'est ça? Voilà. Alors, depuis 1925, la famille Laprade vient en vacances aux Ouches. Et petit à petit, ils vont acquérir toutes les maisons d'alpage de Charousse, qui est sur le territoire de Vaudagne. Et donc, ces acquisitions s'arrêtent dans les années 1960. Donc, ils possèdent l'entière montagne de Charousse. Ce qui n'est pas rien. Voilà. Il restaure, comme il est architecte, de façon très patrimoniale, on va dire, les maisons de l'alpage. Et puis, surtout, en même temps qu'il achète les maisons de l'alpage, il achète tous les objets qui sont à l'intérieur de ces maisons d'alpage. Donc, finalement, c'est un collectionneur et aussi un visionnaire par rapport à la préservation du patrimoine, ce qu'on n'avait pas forcément entre deux guerres. Donc, il constitue son propre musée privé à Charousse. Et comme dans les années 60-70, il y a du vandalisme dans les chalets de Charousse, il propose à la commune des Ouches de faire une donation. Ok, et c'est aussi là, du coup, que l'association dont vous êtes président est née. Voilà. C'est pour se dire, il nous faut des personnes pour garder cette collection et veiller Donc, il y a dessus. des bénévoles une association de bénévoles qui va se mettre en place et qui va s'appeler Association dans le temps pour gérer le musée, l'ouvrir au public le plus vite possible et l'organiser, alors un peu de manière bricolée, entre guillemets, au début, mais ce ne sont pas des professionnels. Et bon an, mal an, aidés surtout par la fille de M. Laprade, qui s'appelait Arlette Barré, ils vont arriver à créer des expositions thématiques autour de la collection permanente. Donc c'est pour ça qu'on va avoir au sein du musée deux parties, la partie exposition temporaire et la partie exposition permanente qui est toujours en place. Voilà ce qu'on peut dire sur ce musée.
Très bien. Bah, du coup, ça fait quand même, si on fait le calcul, je l'ai déjà fait tout à l'heure pour pas le faire en direct, ça fait 47 ans que le musée il a été créé, 47 ans aussi que votre association est née. Comment, j'imagine qu'en 47 ans, il y a eu de l'évolution, peut-être à la fois dans la collection, mais ailleurs aussi. Comment le projet a évolué en 47 ans? Déjà, on a eu, après le bénévolat, on a eu l'intervention de professionnels. Alors, comme la collection était communale, les premiers personnels étaient communaux. C'est-à-dire que la ville des Ouches nous a attribué un personnel responsable du musée qui nous aidait. Mais nous restions gestionnaires. Et par la suite, la professionnalisation s'est accrue avec, depuis 2010, l'entrée en jeu de la communauté de communes qui a pris la balance culturelle pour toute la vallée. Et aujourd'hui, donc, c'est toi, Héloïse, qui est ici pour le musée Montagnard et qui gère toute la partie médiation culturelle du musée, c'est ça? C'est ça, en fait, on fait partie d'un réseau des musées. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs musées, donc effectivement, c'est le réseau des musées de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc qui gère l'ensemble des musées du territoire. Mais en tout cas, pour le musée Montagnard, on travaille toujours activement avec l'association dans le temps, qui est indispensable pour les expositions temporaires notamment, mais aussi les événements, les grands événements comme à la Nuit européenne des musées dont on parlera tout à l'heure, et Journée européenne du patrimoine principalement, plus soutien sur d'autres activités C'est-à-dire de médiation. Pardon. Pardon. Je voulais rajouter par rapport à ce que vient de dire Héloïse que l'association a pour connaissance le terrain et la collection, plus la documentation écrite. Donc, les médiatrices ou les médiateurs changent, mais l'association est toujours là pour les épauler. Oui, parce Et que en c'est fait, vous la qui avez le connaissance, elle est au background. sein de l'association principalement pour l'instant. Pour transmettre exactement, transmettre le passé de ce lieu, et documentation écrite pour les auditeurs qui du coup ne nous voient pas. Nous sommes dans la salle de lecture aussi, où il y a toute la bibliothèque de l'association dans le temps, et on peut voir un petit peu ce que dit Yves avec cette transmission, toute cette documentation à la fois écrite et humaine, du coup avec entre autres avec Yves. Justement, tu parles de transmettre, rendre visible le passé. Pourquoi c'est important pour vous et surtout comment vous l'appliquez au musée Montagnard? À la fois, je dirais, à travers la collection permanente, car tu le disais un peu en introduction, quand on franchit les portes du musée, on a l'impression de se retrouver, de faire vraiment un bond dans le temps. C'est particulièrement vrai dans les pièces où en fait c'est l'habitat traditionnel qui est reconstitué. Donc on a l'impression d'être dans la chambre, d'être dans la cuisine des montagnards d'autrefois. Et même des mannequins. Oui, il y a des mannequins aussi, effectivement, qui permettent un petit peu de donner un peu de vie, si on peut dire, à ces objets en les mettant en situation. Il y a également, au travers de la programmation, de la médiation en général, puisqu'on accueille des groupes, des scolaires, entre autres, pour qui c'est souvent très surprenant de se retrouver dans une maison avec des objets aussi anciens dont la plupart en fait, ne savent même pas à quoi ça peut servir. Ouais. Justement, qu'est-ce qu'on retrouve par exemple comme objet? Qu'est-ce que si un auditeur nous écoute et qui ne connaît pas le musée, là on parle d'objets, mais quel genre d'objet il pourrait trouver? À quoi il doit s'attendre? Toutes sortes, à la fois du mobilier qui permet de reconstituer les pièces. On a également quand même un fonds assez important autour du travail du lait, des barattes, des moules à fromage, des chaudrons, etc. Les objets aussi liés à l'agriculture traditionnelle, donc des objets principalement en bois et en métal. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a tellement de choses, de la vaisselle, vraiment des objets. On est sur des objets du quotidien. Beaucoup. Exactement. Il y a aussi du textile, et puis des ouvrages plutôt féminins, du style broderie, etc.
Justement, tu parles de transmettre, Héloïse, et toi aussi, Yves, est-ce que ça serait pas le cœur aussi de l'activité du musée Montagnard, avec par exemple des ateliers aussi que vous donnez? En fait, vous rendez visible le passé. Pourquoi c'est si important pour vous? C'est important parce qu'on se rend pas forcément compte, et je pense aussi les locaux connaissent pas forcément tous le musée, connaissent pas forcément l'histoire de leur vallée, de la vie des montagnards d'autrefois. Donc je pense que voilà, ça, du coup c'est vraiment important. Moi c'est vrai qu'avec mon métier de médiatrice culturelle, ça fait aussi partie du cœur de métier de transmettre de toute façon. Et je pense que c'est aussi le rôle de l'association depuis les débuts du musée. Et comment du coup on en rend compte à travers notamment notre programmation et des différents groupes qu'on peut recevoir. Quand on reçoit par exemple des scolaires, il peut y avoir à la fois le format donc visite guidée un peu traditionnelle avec toujours un échange évidemment, et des ateliers aussi qui se basent sur ce patrimoine, notamment un atelier qui s'appelle Imagine les Ouches. Et du coup, on utilise le fond photographique et les photos de cartes postales, puisque ça, je laisserai Yves peut-être en parler un petit peu aussi après. On a vraiment un fond très important qui n'est pas forcément visible. On voit vraiment les objets dans le musée. Et là, en fait, on réutilise ces photos qu'on imprime, et c'est aux enfants de s'approprier ces photos anciennes du village en faisant des collages. Par exemple, imaginer ce que pourrait devenir cette photo ancienne des Ouches. Voilà, ça c'est un exemple des animations qu'on peut faire avec les scolaires. Peut-être que tu veux parler des photos, Yves, ou je sais pas. Alors, parallèlement à la collecte des objets et meubles de la collection Laprade, on a collecté aussi depuis l'origine d'autres objets, soit par don, soit par achat. Et parmi cette collecte, on a un fonds important de photos locales ou sur la vallée, et aussi tout un fonds de cartes postales qui représente environ 1200 cartes postales, centrées beaucoup sur les Ouches et un peu sur les périphéries. Et donc, on peut les voir au musée? Alors, elles sont exposées soit à l'occasion d'expositions temporaires, agrandies et mises en valeur, ou alors on a des animations spécifiques où on présente une thématique en carte postale, par exemple les sports d'hiver, ou par exemple l'alpinisme. Cet été, ce sera sur l'alpinisme à travers des cartes postales d'illustrateurs. Donc ce sont des dessins. D'accord. Édités dans les années 1900. Et ça, c'est organisé par l'association Dans le Temps en collaboration avec le musée, ou c'est simplement l'association Dans le Temps? Non, c'est commun. C'est en partenariat. C'est en partenariat, oui, tout à fait. Ouais. Ok, parce que vous disiez en off que en plus de ce que vous faites avec le musée, l'association Dans le Temps fait aussi plein de choses à côté. Oui, alors on a des animations qui sont propres à l'association, entre autres des animations artistiques, ce qu'on appelle une rando croquis, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain et il y a à la fois l'intervention patrimoniale autour du guide, et puis des artistes sont présents pour diriger un peu les personnes qui sont là, pour croquer le paysage, etc. Et puis on a des ateliers artisanaux aussi autour de la linogravure, par exemple. Alors ça dépend un peu des prestations dont les membres de l'association sont capables de mener. Et puis on fait appel à des intervenants extérieurs, soit pour une conférence, soit pour les comptes avec LARA entre autres, qui est déjà venu plusieurs fois. Et puis on fait aussi des visites guidées. Alors cette année, c'est basé surtout sur le Christ-Roi, parce qu'on fête les 90 ans du Christ-Roi. D'accord. Et vos actualités, vos interventions, enfin toutes vos activités, on peut retrouver ça où pour l'association Dans le Temps? Alors c'est programmé au niveau de l'Office de tourisme, c'est programmé au niveau du pays d'art et d'histoire, et c'est programmé par notre propre communication interne, soit par Facebook, soit par voie d'affiche.
Et puis on édite aussi une revue tous les 2 ans, donc c'est pour un peu documenter plus précisément des thématiques sur la vie d'autrefois aux Ouches. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce que fait l'association dans le temps, à aller regarder tous les sites que a cité Yves. Pour revenir sur le musée Montagnard, est-ce que vous auriez un petit mot à faire passer aux auditeurs, aux auditrices qui auraient envie de venir et qui seraient jamais venus, pour leur donner envie de venir plutôt? Peut-être que voilà, il faut vraiment, pour le musée Montagnard, vraiment s'imaginer. C'est un musée qui est très accessible finalement. Parfois, on a un peu une appréhension de la part des visiteurs à se dire oula, les musées, je suis pas très familier de cet univers. Mais le musée Montagnard, on a vraiment l'impression, c'est vraiment immersif. C'est le terme que tu utilisais tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Et du coup, finalement, on a un public aussi assez familial finalement, qui vient en vacances aux Ouches et qui se retrouve au musée. Bon, quand la météo notamment ne permet pas d'aller en montagne. Et du coup, souvent les gens sont assez surpris. Ils se disent ah oui, c'est très accessible, c'est familial, c'est ludique. Donc il faut pas avoir peur de franchir nos portes. Vraiment, pour petits et grands, je pense que le musée Montagnard peut plaire à toutes les tranches d'âge. Ouais, musée ne veut pas dire pas ludique. C'est ça, exactement. C'est vrai que c'est souvent une arrière-pensée qu'on a par rapport au musée et c'est important d'en parler. Effectivement, quand on rentre dans le musée Montagnard, on rentre dans un autre monde en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Le musée Montagnard, pour celles et ceux qui nous rejoignent au cas où, c'est un petit bijou d'histoire situé au cœur du village où vous pourrez donc admirer une collection d'objets reflétant la vie quotidienne rurale des Ouchards d'autrefois, déambuler au milieu de la reconstitution d'un ancien habitat, participer aussi à des ateliers ludiques et découvrir des expositions temporaires. Alors n'hésitez pas à franchir la porte. Yves et Héloïse, vous restez avec moi. On vient de parler du musée, de son histoire, de ses activités. J'aimerais maintenant parler de celles et ceux qui vivaient aux Ouches autrefois, de l'homme et de la femme du passé. Des montagnards en fait d'autrefois. Alors d'ailleurs juste on en parle, j'ai dit montagnard pour commencer. Qu'est-ce que c'est vous, chacun, votre définition d'être montagnard, la vôtre? Parce qu'elle peut varier, j'imagine. Mais la mienne, c'est d'habiter la montagne, tout simplement. Mais la montagne, qui apporte quelque chose aux humains, c'est-à-dire la montagne utile, ce qu'on a appelé la montagne utile, c'est-à-dire la moyenne montagne, c'est-à-dire du fond de vallée aux alpages. Mais le montagnard, il s'arrête là pour moi. Donc, après, on est dans le domaine du sport et de l'alpinisme et des exploits d'altitude. Et pour toi, Héloïse? Je dirais que c'est l'aspect aussi, quand même, paysage de la montagne. C'est ça, vivre au milieu de ces paysages quand même assez incroyables. Et aussi d'accepter un peu les contraintes que ça peut amener. La montagne, c'est aussi le froid, la pente. La pente. Ça peut être parfois un petit peu reculé, bon, peut-être un peu moins dans la... Encastré aussi. Encastré, exactement. Ça fait partie un peu des... Vivre avec ce paysage, en fait, et pas... Ça soit pas simplement un décor de carte postale. Voilà. Il y a aussi l'aspect risque naturel qui était très présent autrefois, que ça soit crue torrentielle en été ou avalanche en hiver. Oui, ça reste un milieu hostile, oui. En fait, de base, la montagne. Justement, est-ce que vous sentez qu'il y a une différence aujourd'hui entre être montagnard avant et être montagnard maintenant? Mais déjà, la vallée a été ultra urbanisée, donc y compris dans les zones avalancheuses par moment. Si on va voir les cartes postales dont on parlait tout à l'heure, peut-être qu'on verra, oui, vous pourrez voir la différence. Donc on avait une série de hameaux très isolés les uns des autres par quelques kilomètres de chemin, et maintenant on a une conurbation de Servoz au moins à Argentière, et dès les années 1850, on a l'alpinisme qui prend le pas, l'arrivée des touristes, souvent l'élite, qui s'installent dans les grands hôtels à Chamonix, et puis les Ouches ne vont pas être isolés, puisque vers 1900, on a déjà des hôtels qui s'installent, donc le tourisme va prendre le pas sur ce que j'appelle moi la civilisation de la vache.
Ça veut Parce- dire quoi la civilisation de la vache? Ça veut dire que les gens, ils vivent essentiellement autour de leurs troupeaux, avec les remues, c'est-à-dire les déplacements vers les alpages en été. Et puis, tout est combiné autour de la vache, quelque part. Donc, c'est pour ça qu'on a la civilisation de la vache, avec le traitement du lait, la fabrication du fromage et des produits dérivés. Donc, la vie d'autrefois, elle s'organise autour de ça, essentiellement aux ouches. Déjà au XVIIIe siècle, on n'a que des agro-pasteurs aux ouches. Et c'est vraiment l'entrée du tourisme dans la vallée qui va un peu perturber la vie quotidienne des gens. Et de plus en plus, on va avoir affaire à Une montagne de une loisirs. orientation vers une montagne de loisirs, avec le ski entre deux guerres qui va s'installer et puis qui va prendre le pas sur l'agriculture. Les agriculteurs, on les compte sur les doigts d'une main maintenant en vallée. Hein. Pour un territoire qui, à la base, est complètement implanté dans l'agriculture, quoi. Enfin, c'est ça qui faisait, comme tu le disais, vivre les personnes autrefois. Exactement, on a fait une exposition, la précédente d'ailleurs, exposition temporaire, c'était sur les alpages, les anciens alpages du Manchoir et du Mont-Borel, au-dessus de Vaudagne, hein, qui sont très peu connus, à l'inverse de Charousse, qui est encore assez connu aujourd'hui, et en fait qui témoignent vraiment de cet abandon de la vie d'autrefois, hein, vraiment d'agro-pasteur, comme disait Yves, et où en fait voilà, tout était autour de la vache, de la saisonnalité, et du coup ces maisons ont été laissées totalement à l'abandon ou ont été transformées en habitat secondaire, on va dire, plus pendant l'été, parce que ça reste quand même assez rudimentaire, mais on voit vraiment en fait la différence sur des terrains comme celui-là, où la forêt aussi a gagné beaucoup de terrain, car moins d'entretien des alpages, voilà, c'est... Et on le voit, nous, en comparant en fait les anciennes photos en fait, qu'on utilise notamment pour les expositions temporaires. Quand on compare ces photos anciennes les vues qu'on a aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut être assez surpris. Vous avez un exemple là de carte postale, enfin de photos que vous avez vues qui vous a marqué notamment par rapport à cette avancée de la forêt. Par exemple, elle est très autour de nous, mais avant, elle commençait où par exemple? Si on part d'un endroit aux ouches, tu peux me dire que tu remets pas? C'était assez visible sur les photos de Vaudagne. On avait des Oui, à photos Vaudagne, des ouais. années 45, 1945, où on voyait une continuité herbée jusqu'à 1500 mètres d'altitude environ. Maintenant, on est à 1100 mètres et le hameau qui est à 1100 mètres, il est entouré de forêt maintenant. Alors qu'avant, il n'y avait pas du tout de forêt. Il y a une autour. déprise agricole monumentale. Mhm. Ok. Et donc, c'était quoi la journée exactement d'un houchard ou d'une houcharde d'autrefois? Tu disais, Yves, qu'elle était concentrée autour du troupeau essentiellement. Donc, le matin, on se lève tôt, on traite, on est... C'est quoi la Exactement. journée? C'est ça. Généralement, les troupeaux sont relativement modestes. 5 vaches, c'est déjà presque une richesse. Mais tout le monde a des vaches. Oui. Oui. Et des chèvres, un porc en général, et puis des volailles. Donc ça, c'est la ferme traditionnelle. Assez rarement quand même un cheval ou un mulet, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que c'est une bête de trait, mais il faut l'entretenir, donc ça coûte. Donc généralement, on a un jardin et on vit sur sa production vivrière, en fait. Et puis, quelquefois, on vend quelques produits, par exemple à la coopérative des Ouches. On vend des poireaux, on vend des produits du jardin. On a ses propres vergers, donc on fait sa propre gnôle, ce qui était important à l'époque, ce qui se faisait dans toutes les maisons. On fait son propre cidre, parce qu'on consomme peu de vin, sauf quand le vin algérien commence à envahir un peu le marché. Là, il est de meilleur... il est bon marché. Et donc, c'est les soins au bétail, prendre tout ce que la nature donne pour élever le bétail, c'est-à-dire
les moissons, le foin, la fenaison, et puis toutes les récoltes en automne principalement. Et puis il a fallu préparer le jardin, il a fallu préparer les champs parce qu'on a des champs de pommes de terre. On se lève, on cultive notre terre, on s'occupe du bétail. Mais on prend aussi du temps parce que je vois et on boit de l'agnole. Mes grands-parents, ils prenaient la pause de 10 heures, surtout mon grand-père. Et puis il prenait sa pause à 4 heures aussi. Et puis ma grand-mère, elle avait le temps de nous faire des gâteaux, et puis, etc. Oui, bon. Un peu de plaisir. Des bons gâteaux au lait, non? Au fromage? Alors, pour l'anecdote, mon père, il a été dégoûté des laitages parce que sa mère lui a trop donné de crème fouettée qui était issue évidemment de leur vache. Donc voilà, après, il était incapable d'en consommer. Et mon grand-père ne consommait jamais de fromage. Alors qu'il en fabriquait. Mais en même temps, du coup, comme c'était tout concentré autour des vaches, de ce qu'elles pouvaient apporter, bah, ça tourne vite en rond. Peut-être que tu te lassais plus à l'époque. Et ça, les myrtilles aussi. Oui, après, il y avait la cueillette. Voilà, qui ont dû cueillir des myrtilles. Et pour eux, c'était la corvée. Aujourd'hui, on va en montagne, on ramasse des myrtilles un peu pour le... Ça fait partie de la balade, du charme de la montagne. Et on en a certains qui témoignent encore aujourd'hui que ils ont des mauvais souvenirs de ramassage de myrtilles. Bah ouais, j'imagine que d'ailleurs il y a beaucoup de tâches comme ça, comme le ramassage des myrtilles qui a vraiment disparu en tant que corvée. Et j'imagine aussi que l'évolution de la technologie a joué un rôle là-dedans. Puisque là, on parle d'une époque qui est située entre 50 et 100 ans. Et pendant ce temps-là, il y a eu un vrai bond technologique. Donc, il y a peut-être des outils même dont on ne se sert plus. Donc, des tâches qui ont disparu au profit des machines. C'est énorme. Alors, quelles tâches comme ça, mythiques, on ne fait plus aujourd'hui ? Il faut remarquer que l'agriculture, avant sa quasi-disparition, a été quand même relativement peu mécanisée dans la vallée. Parce que les pentes ne permettaient pas la mécanisation. Donc, à part le cheval et la charrue, le char à foin et le cheval, il y avait peu d'outils. Tout se faisait vraiment à la main. Ouais, voilà, encore dans les années 50. Mmh. Mais aujourd'hui, on fait beaucoup moins de choses à la main. Aujourd'hui, les quelques agriculteurs qui existent encore, déjà ils élèvent plutôt des vaches d'airain, un peu pour le fun, et puis aussi quand même pour le rapport que ça peut leur amener. Mais ils sont mécanisés, mais ils sont surtout en fond de vallée. Jérôme, par exemple, il est surtout en fond de vallée. Voilà. Donc il y a quand même des outils qui ont disparu, etc., qu'on peut retrouver au musée, ces outils ? Oui, mais des choses aussi du quotidien. Je pense à un grilloir à café qui intrigue un peu nos visiteurs, où donc on torréfiait son café soi-même, par exemple. Ça, c'est des outils qui surprennent, parce qu'on ne connaît pas du tout, qui ont complètement disparu. Mais c'est ça, en fait. Moi, je parlais de l'évolution technologique, donc c'est vrai que je l'ai associé aux tâches autour de l'agriculture, mais au niveau de l'électroménager à la maison, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça change beaucoup de choses. On prépare plus les choses comme on les préparait, avant. Justement, par rapport aux réactions qui peuvent étonner un peu vos visiteurs, vous accueillez beaucoup de jeunes publics, des groupes scolaires, etc. Est-ce qu'il y a des réactions des enfants qui, eux, sont nés dans notre époque, qui n'ont rien connu d'avant, qui vous ont marqué ? Oui, alors, moi, ce qui me fait rire, c'est l'arrivée d'un groupe d'enfants et un garçon qui dit « Ah, on se croirait au Far West ». Au Far West. Et vous lui avez demandé pourquoi ? C'était l'ambiance bois, objet d'autrefois. Je pense qu'il visualisait des westerns. C'est vrai que les objets du musée sont principalement au bois, même dans les salles, donc sans doute cette réaction. Et moi, ce qui revient le plus souvent avec les groupes, que ce soit même les familles avec les familles avec enfants ou les groupes scolaires, c'est le pot de chambre. Ça, c'est vraiment l'objet qui surprend quand ils comprennent qu'il n'y a pas de toilette à l'intérieur de la maison et que du coup,
la nuit, Il faut il faut utiliser un pot de chambre. C'est beaucoup de surprises de leur part. Ça les fait rire, j'imagine. Ça les fait rire, ça les dégoûte aussi un petit peu. Ouais. C'est un petit peu, un peu... Ah oui, un grand classique, le pot de chambre. C'est vrai qu'il faut compter, je pense, sur les doigts d'une main, voire moins, sur je sais pas quoi, du coup. Les personnes qui ont encore des pots de chambre chez eux, je sais que moi, il y en avait un quand j'étais toute petite chez ma grand-mère, mais depuis, elle l'a abandonné. Enfin, c'est bien mieux d'aller aux toilettes des fois la nuit. Et encore, ça pourrait lui arriver de réutiliser finalement. C'est plutôt pratique si les toilettes sont loin. Bref, on va pas s'étaler sur le sujet non plus. Mais ça permet un lien justement parce que souvent les grands-parents connaissent bien ces objets et du coup s'amusent aussi de la réaction de leurs petits-enfants qui ne connaissent pas du tout. Et ça permet vraiment un échange en fait intergénérationnel. De créer des ponts entre générations. Voilà, exactement. C'est ça qui marche bien au musée Montagnard en tout cas. Il y a quelque chose qui plaît aux gens qui visitent le musée, surtout les générations les plus anciennes, c'est de retrouver un peu ce qu'ils ont connu dans leur vie antérieure. Tout à fait, oui. Nostalgie. Oh, c'est comme chez nous. C'est souvent une réaction qu'on a aussi. Oh, c'est comme chez nous. Et puis ça, on l'avait à la maison. Et voilà. Ouais, c'est un véritable voyage dans leur enfance, en fait. Voilà. Pour eux, c'est un retour en enfance. Tu as le retour en enfance des grands-parents et puis tu as la totale découverte des enfants. Donc c'est pour ça que vous avez sûrement souvent, comme tu le disais tout à l'heure, Héloïse, un public familial. Parce que ça plaît, c'est vrai. Et je pense que ça doit créer des conversations ensuite à table en revenant du musée. Ça permet peut-être de poser des questions à sa grand-mère, etc. sur sa vie. Espérons, mais c'est vrai qu'on a aussi des ateliers comme le point de croix, par exemple, qui fonctionnent bien, que souvent, les grands-mères, puisque c'était quand même plutôt un travail associé aux femmes, que les grands-mères ont appris à l'école et que les enfants viennent apprendre aujourd'hui au musée. Enfin, voilà, ça permet aussi ce genre d'échange et parfois, j'ai des retours de familles qui disent « Ah oui, du coup, j'ai acheté un kit pour faire du point de croix. Merci pour cette découverte. » Et ça, c'est des choses qui nous font vraiment plaisir, en tout cas. Ouais, ça permet de se réapproprier des savoirs. Si on peut apprendre aux enfants que le lait vient de la vache, c'est déjà pas mal. Ça vous arrive, ils sont étonnés des fois? Non, peut-être pas quand même, mais... Pas trop par ici. Pas trop, non. Ok, bon, on n'en est pas encore là alors. Merci Héloïse et Yves d'être avec nous au micro de Globule Radio, le 90.5 pour cette émission Radio des Villages plus en direct, du musée montagnard des Ouches. Servos, Valentine, les Ouches, les Tines, La les bras. radio des villages. Une émission, un rendez-vous. La Joue, Tacona, les Bossons, Argentière, Maroc, le Lavancher. Globule Radio s'invite dans les hameaux de la vallée de Chamonix pour découvrir la culture et le patrimoine du territoire. La radio des villages. La radio des villages en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. La radio des villages. Donc on a parlé des visiteurs qui viennent voir le musée et de leurs réactions. On a parlé de l'histoire du musée, de ce qu'on pouvait retrouver dedans. Maintenant, j'aimerais qu'on change un peu de sujet, de la nuit des musées qui a lieu ce samedi, le samedi 18. Héloïse, c'est toi qui es en charge de la communication de l'événement, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc c'est un événement déjà, en fait les musées, c'est un événement international, un événement où les musées vous ouvrent leurs portes la nuit. Je te laisse en dire plus peut-être par rapport à cet événement international. Exactement, donc les musées ouvrent leurs portes la nuit, donc c'est vraiment l'occasion de, à la fois de les découvrir si vous ne les connaissez pas du tout, ou de les redécouvrir sous une autre lumière, dans une ambiance parfois un peu vraiment différente, parce ça peut être des visites à la lampe torche, etc. Il y a souvent des choses un petit peu inédites qui sont mises en place. Donc c'est vraiment un événement à ne pas manquer. À ne pas louper. Exactement. Et alors, à Chamonix, il y a quel musée qui va participer à cette nuit ? Alors, on a donc les musées et centres d'interprétation qui participent à cet événement dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Donc pour les musées, on a la Maison de la Mémoire et du Patrimoine Jeannie Coutet,
le musée des Cristaux, donc tous les deux à Chamonix. Évidemment le musée montagnard aux Ouches. Ouais. Et on a la maison du lieutenant aussi à Servoz, donc qui est un centre d'interprétation et qui ouvre aussi ses portes de nuit à cette occasion. Alors tu parles de centre d'interprétation, c'est quoi la différence avec un musée ? Disons que nous en tant que musée on a vraiment une collection propre à faire vivre, à conserver, à valoriser. La maison du lieutenant va avoir quelques collections, mais c'est plutôt des thématiques, comme l'agriculture de montagne. Et d'ailleurs, leur exposition permanente s'appelle « Agriculture du montagne, cœur du territoire ». Voilà, c'est vraiment rendre compte de ce patrimoine-là via le biais plus peut-être nature, on va dire. Voilà. Très bien. Et alors, on pourra venir visiter les musées de la vallée jusqu'à 23h, c'est ça ? Exactement. Alors nous, on est même ouvert donc l'après-midi, de 14h à 18h. On fait une petite pause et après, on revient de 19h à 23h. Donc effectivement, vous avez toute la soirée pour venir nous rencontrer et profiter de notre programmation. Des visites nocturnes donc au musée. Ici, puisqu'on est au musée montagnard, c'est quoi le programme ? Alors, c'est quoi le programme ? C'est à la fois l'exposition temporaire Ouvrages d'art aux Ouches, que vous pouvez découvrir librement. Peut-être que Yves, tu peux nous en dire deux mots, puisque c'est l'association Dans le Temps qui l'organise, c'est ça ? Alors, disons qu'on est en partenariat avec Héloïse et puis les gens des musées. Mais donc, on avait proposé ce sujet autour essentiellement du viaduc Sainte-Marie, qui est un peu un phare aux Ouches au niveau patrimonial. Et puis, on a développé autour des barrages, autour des paravalanches, autour de tout ce que l'homme a construit d'un peu technologique aux Ouches depuis les années 1900 et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on parle aussi de la microcentrale qui a ouvert ses portes sur le torrent de la Grille en 2023. Mise en service en 2023, oui. En tout cas, oui, tout à fait. La microcentrale du Bourgeat, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai dit la Grille, oui, c'est le Bourgeat, en fait. C'est plutôt le Bourgeat. Sur la Grille, à mon avis, on ne peut pas mettre beaucoup d'ouvrages parce qu'il y a trop de pression. Et donc, on va pouvoir venir voir cette exposition Ouvrages d'art aux Ouches, mais on va aussi pouvoir visiter le musée librement, c'est gratuit ? Exactement, c'est entrée libre vraiment dans tous les musées de la vallée de Chamonix à cette occasion, que ce soit l'après-midi ou le soir. Et voilà, donc découvrir la collection permanente dont on a parlé tout à l'heure. Et on propose aussi, nous, une animation avec la conteuse Ella Hera, qui nous parlera de ses histoires inspirées des montagnards d'autrefois, mais un petit peu à sa manière, puisque Mathilde c'est une fée, donc elle fait un peu ce qui lui plaît, mais en tout cas elle s'inspire vraiment de ce patrimoine montagnard. Et donc ce sera à 19h15 et 21h15. Voilà, inutile de réserver, vous pouvez venir directement. On pourra, si on vient à ces heures-là, on va croiser une fée qui nous racontera des histoires à partir des objets de la collection du musée. Exactement, c'est ça. Tout à fait, oui. Ok, super. Et si vous avez envie d'emmener vos enfants, n'hésitez pas. Et puis même les grands-enfants, n'hésitez pas à y aller aussi, parce que je pense que vous allez pouvoir en apprendre beaucoup, en fait, sur la collection du musée à travers ces contes. Un petit mot pour faire venir les auditeurs et les auditrices. Pourquoi venir samedi et pas un autre jour ? Pourquoi samedi ? Pour la nuit des musées, on l'a dit, qui est un événement quand même exceptionnel. Et pour le musée montagnard aussi, parce qu'on ouvre pendant les vacances scolaires. Et hors vacances, on est ouvert que sur réservation. Et on accueille sinon plutôt les groupes. Donc c'est vraiment l'occasion de venir ce samedi hors vacances au musée montagnard. Et bon, dans les autres musées, ça n'empêche. Vous pouvez quand même y aller pour cet événement exceptionnel. Et venir la nuit aussi, quand même. Et venir la nuit, exactement. On peut venir en pyjama ? Ça, c'est vous qui voyez. Donc justement, on va parler du programme quand même de cette nuit des musées. Première info importante,
tous les musées vous ouvrent leurs portes, donc de 14h à 18h et de 19h à 23h, excepté la maison du lieutenant à Servoz, qui n'est pas donc un musée mais un centre d'interprétation, qui sera elle ouverte uniquement le soir de 20h à 23h. Alors premier stop, la maison de la mémoire et du patrimoine Jeannie Coutet, où vous allez pouvoir découvrir l'exposition Chamonix 1924, l'invention des Jeux olympiques et d'hiver. Et tout le long de l'événement, il y a une visite guidée qui est organisée, mais c'est une visite qui n'est pas comme les autres, puisqu'attention, ouvrez bien vos oreilles, les guides, c'est les élèves de CE1, CE2 de l'école d'Argentière, et c'est eux qui vont vous proposer leur propre interprétation de cette exposition, des JO, qui vont faire leurs commentaires artistiques et sportifs. C'est ça ? C'est ça, exactement. C'est un projet qui est mené avec le musée alpin de Chamonix, qui est actuellement fermé pour rénovation, mais qui continue ses actions hors les murs, puisqu'on a une partie quand même des collections du musée alpin aussi, qui est visible dans cette exposition sur les Jeux olympiques, comme Chamonix a accueilli les premiers Jeux olympiques d'hiver. Forcément. Donc si vous aimez le sport et si vous aimez les JO, que vous êtes intéressé par tout ça, c'est rendez-vous ce samedi à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine Jeannie Coutet de 14h à 18h ou de 19h à 23h. Deuxième stop du coup de cette nuit internationale des musées, non, mais cette fois à Chamonix, le musée des cristaux. Héloïse, est-ce que tu veux nous en dire plus ? Oui, au musée des cristaux, vous aurez l'occasion de découvrir l'exposition temporaire Trésor minéral, la collection Raymond Thibault, qui était un passionné de gémologie, et donc vous pourrez découvrir sa collection un peu exceptionnelle qui est prêtée au musée des cristaux. Et surtout, petit truc en plus, c'est surtout découvrir de nuit, si en tout cas vous y allez de 19h à 23h, prenez votre smartphone ou une lampe torche, puisque vous pourrez vraiment découvrir les cristaux comme vous ne les voyez pas d'habitude, même pour ceux qui sont familiers du musée. Il n'y a vraiment pas les mêmes couleurs, par exemple, et vous aurez de toute façon des cristalliers du club de minéralogie de Chamonix qui seront présents, qui vous apporteront vraiment un éclairage. Donc c'est un éclairage. Oui, c'est bien dit. Voilà, jeu de mots involontaire, mais exactement. Donc une expérience immersive dans le noir avec les smartphones ou la lampe torche pour découvrir le musée des cristaux. C'est ça, avec un peu de lumière quand même avec colorée. Un peu de lumière, oui, quand même. Colorée, et colorée. Une exposition haute en couleurs. Exactement. Donc ça, c'est de 19h à 23h au musée des cristaux, mais vous pouvez aussi venir en journée de 14h à 18h. Troisième stop, le musée Montagnard. On en a parlé tout à l'heure, mais on le redit très vite. Il y a l'exposition Ouvrages d'art aux Ouches à laquelle vous pouvez assister, et il y a également les contes de El Aera qui va déambuler dans le musée pour vous raconter des histoires qui sont inspirées des objets de la collection du musée Montagnard et donc de la vie des Ouchards d'autrefois, et ça se passe de 14h encore à 18h et de 19h à 23h. Oui, Héloïse. Oui, pour la visite du musée, pour les contes, c'est 19h15 et 21h15. Ah oui, les contes, c'est 19h15 et 21h15. Exactement. Quatrième stop, du coup, la maison du lieutenant à Servoz. Qu'est-ce qui se passe là-bas, alors ? Alors, c'est la découverte de la collection, on va dire de l'exposition permanente, agriculture de montagne, cœur du territoire, à découvrir de nuit, en fait. Et vous aurez des petites explications sur cette bâtisse aussi, sur son histoire et sur son patrimoine, parce que c'est quand même un lieu emblématique aussi de Servoz. Donc voilà, c'est plus de la visite libre, mais avec on va dire des commentaires en plus. Voilà. Ok, donc, très bien. Et ça se passe donc de 20h à 23h à la maison du lieutenant à Servoz. Merci Yves et merci Héloïse d'être venus avec nous. Enfin, c'est nous qui sommes venus chez vous au musée Montagnard pour cette émission Radio des Villages. Merci. On remercie également la communauté de communes de la vallée de Chamonix qui est avec nous sur cette émission, qui nous permet de la réaliser. J'étais ravie de passer ce moment avec vous, malgré les petits aléas techniques. Plaisir partagé. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Oui, à très bientôt. Au revoir, Yves. Au revoir, Héloïse. La radio des villages.